2025 est-elle une année révélatrice d'une France face aux défis climatiques? Bonjour, je suis Pénélope Hérault, journaliste météo et climat pour BFM TV. Vous écoutez la question météo-climat. Quel est le point commun entre 2025 et les années 2011, 2014, 2015, 2018 jusqu'à 2024? Eh bien, ce sont les 10 années les plus chaudes jamais enregistrées en France. Et un détail interpelle, elles sont toutes postérieures à 2010. Mais aujourd'hui, je vous propose que l'on s'arrête à l'année 2025. Avec une température moyenne de 14 degrés, c'est la 4e année la plus chaude depuis 1900. Et pas de suspense, cette année encore a été marquée par des températures élevées. Un jour sur deux au-dessus des normales, 10 fois plus de records de chaleur que de froid, des canicules marines et près de 30 000 hectares de forêt brûlés lors des incendies de cet été. Bref, des records qui redéfinissent notre normalité climatique, surtout lorsqu'on les replace dans une perspective historique. Un exemple. Dans le sud-ouest cette année, on a dépassé les 40 degrés 32 fois, contre à peine 5 fois entre 1952 et 1980. Il y a donc une accélération du réchauffement quand on regarde les données passées. Et côté projection, on pourrait frôler localement les 50 degrés lors de canicules extrêmes dans seulement 25 ans. Bref, de quoi regarder 2025 avec une certaine nostalgie. Alors forcément, avec tout ça, nous on se pose des questions. Que nous apprend vraiment l'année 2025 sur le climat français? Et surtout, est-elle révélatrice des défis qui nous attendent? Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Françoise Vimeux. Bonjour. Bonjour Françoise, vous êtes climatologue à l'Institut de recherche pour le développement. Et alors je le disais dans l'introduction, cette année a été la 4e année la plus chaude jamais enregistrée depuis 1900. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire une année plus chaude et surtout quel problème ça pose? Alors en fait, ce que ça veut dire, c'est que le réchauffement climatique poursuit sa route et 2025 au niveau mondial est la 3e année la plus chaude avec 2024 et 2023. Donc on voit vraiment là cette progression du réchauffement climatique et c'est pas une surprise pour nous climatologues. Pourquoi? Parce que le réchauffement climatique, il est dû aux activités humaines et en particulier aux émissions de gaz à effet de serre. Et ces émissions de gaz à effet de serre, elles sont dues à la combustion des énergies fossiles, surtout. Donc c'est la combustion du pétrole, du gaz et du charbon. Et malheureusement, aujourd'hui, nos émissions au niveau mondial, elles continuent à augmenter. Elles augmentent moins vite qu'il y a 10 ans ou 20 ans, mais elles continuent à augmenter. Et on sait que pour stabiliser le réchauffement, on doit atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone, c'est-à-dire que l'ensemble de nos émissions de gaz à effet de serre soient absorbées par les puits naturels de dioxyde de carbone que sont l'océan, la végétation et le sol. Et on n'y est pas du tout. Aujourd'hui, je l'ai dit, nos émissions, elles continuent à progresser. Il faut qu'on les stabilise, il faut qu'on les diminue et il faut qu'on atteigne cette neutralité carbone. Et alors justement, au sens climatique du terme, est-ce qu'on peut qualifier 2025 comme étant une année exceptionnelle? On l'entend parfois beaucoup. Ou alors, en fait, pas du tout. Finalement, c'est plutôt un aperçu assez classique des projections. Oui, alors on a beaucoup utilisé le mot exceptionnel quand on a parlé de l'été 2025, qui est quand même le 3e été le plus chaud en France hexagonale, derrière 2003 et 2022. Et en fait, c'est pas tout à fait juste, parce que dans le climat actuel, dans le climat modifié par l'homme que l'on connaît aujourd'hui, avoir l'été 2025, c'était une probabilité de 1 sur 6. Alors, c'est quoi une probabilité de 1 sur 6? C'est par exemple, vous prenez un dé à jouer. Sur une des phases, vous écrivez été 2025 et vous lancez le dé. Et vous voyez que c'est possible. Vous pouvez avoir cette phase qui va sortir. Donc, pour nous, climatologues, c'était pas exceptionnel dans le climat d'aujourd'hui. Alors, bien sûr, notre ressenti, c'est que cette année 2025, cet été 2025, il a été exceptionnel par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. Mais les années qu'on a connues dans le passé ne reviendront pas. Et les années à venir, notre futur proche, il va plutôt ressembler à 2025. On parlera effectivement des perspectives futures un peu plus tard dans cette interview. Moi, ce que j'aimerais aborder avec vous, c'est faire une rétrospective des événements climatiques les plus marquants de l'année. Est-ce qu'il y a 2-3 événements qui vous ont, vous, particulièrement marqué?
Oui, alors je ne vais pas, faire, une longue liste, hein, même s'il y a eu beaucoup d'événements, en France. Moi, ce qui m'a marqué d'abord, c'est le début d'année avec ces pluies, torrentielles qu'on a eues sur, le nord-ouest de la France, qui ont provoqué, d'énormes inondations. Ça faisait suite à des inondations épouvantables, hein, qu'on a eues dans le Nord-Pas-de-Calais à la fin de l'année 2024. À l'autre bout, du spectre, on a eu cette sécheresse, qu'on a connue entre le mois de mai et le mois d'août, hein, sur, près d'un tiers, de notre territoire, de manière, très marquée dans le sud de la France, hein, dans l'Aude, dans les Pyrénées-Orientales. On a vu les conséquences en termes d'incendie. Et puis évidemment, ce qui m'a marqué, c'est ces 2 vagues de chaleur, hein, qu'on a connues cet été. Alors la première parce qu'elle était précoce, elle a commencé en juin et ça, c'est un marqueur du changement climatique, hein. On s'attend à ce que les vagues de chaleur, elles arrivent au mois de mai, au mois de juin, donc pendant le calendrier, scolaire. Et puis la deuxième, elle m'a beaucoup marquée, vous l'avez dit, on a dépassé, un grand nombre de fois le seuil des 40 degrés dans beaucoup de stations de Météo France. C'est une vague de chaleur qui a concerné tout le territoire hexagonal. Et puis, c'est une vague de chaleur qui a été longue. Et ça, c'est aussi un marqueur du changement climatique. Nos vagues de chaleur, elles vont devenir plus intenses, plus fréquentes, plus précoces, mais aussi plus longues. Mmh. C'est intéressant, effectivement, il y a ces différents paramètres à prendre effectivement en compte. Mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a des contrastes à l'échelle des régions. Parce que jusqu'alors, on parlait de la France comme un tout, mais la France n'est évidemment pas un tout homogène. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? Oui, alors, bon, en termes de vagues de chaleur, tout le monde, est concerné, hein, sur le territoire hexagonal aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le réchauffement avance et plus les conséquences, de ce réchauffement se généralisent à l'ensemble des régions en France. Donc on ne peut pas dire qu'il y a, une région française qui va être épargnée. Mais par contre, les régions, elles vont être, je dirais, impactées de manière différenciée. Si on prend, par exemple, les régions, de haute montagne ou de moyenne montagne, elles vont être concernées par les vagues de chaleur, mais beaucoup moins que les régions du sud. En revanche, elles vont avoir de vrais problèmes d'enneigement, puisque en fait l'enneigement va diminuer hiver après hiver, et ça pose des problèmes économiques, par exemple pour les stations de moyenne montagne. Si on prend des départements sur nos littoraux, en particulier sur la façade ouest, eux vont devoir faire face à l'élévation progressive du niveau des mers et donc à des submersions marines qui vont être de plus en plus fréquentes et importantes pendant les tempêtes, pendant les grandes marées ou pendant les marées hautes. Et puis, si on parle maintenant du pourtour méditerranéen, eh bien, on a des projections qui montrent, hein, que les événements méditerranéens, là, ces événements de pluie torrentielle épouvantables, vont se multiplier, vont être plus intenses. Et puis, par-dessus, il y a le problème de la sécheresse, à la fois la sécheresse des sols, la sécheresse au niveau des nappes phréatiques. Et donc, on voit des problèmes très, très différents. Et si on parle de nos départements d'outre-mer, alors là, il y a le problème des cyclones qui ne vont pas être plus nombreux, mais qui vont être plus intenses et beaucoup plus pluvieux. Ça, c'est effectivement très intéressant parce que là, maintenant, ici, c'est plutôt l'idée de parler des projections. Projections à 2030, 2050. Le GIEC fait un certain nombre de scénarios. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ces scénarios au regard de l'année qui vient de s'écouler? Alors en fait, d'abord, peut-être rappeler qu'on est dans les clous par rapport, aux scénarios qui ont été faits il y a 10, 15 ou 20 ans, en fonction de la trajectoire, d'émissions de gaz à effet de serre, que l'on suit. Et si on veut comparer à 2025, moi j'aime bien prendre l'exemple, de la petite fille ou, du petit garçon, qui a, allez disons, 5 ans en 2025, qui a connu l'été 2025, comme un été, chaud, qui connaîtra à l'âge adulte, si l'été 2025 se reproduit cet été, et il le ressentira comme un été normal. Hein, la trajectoire sur laquelle on est nous dit que en 2050, si l'année 2025 revient, ce sera une année normale. Et puis à la fin du siècle, ce sera plutôt une année considérée comme froide. Donc c'est intéressant de voir à quel point le terme de normalité peut être aussi galvaudé finalement. Exactement, ce qui était exceptionnel devient la norme, et ce qui sera la norme en 2050 eh bien, deviendra très rare à la fin du siècle. Et alors la grande question qu'on se pose, c'est finalement, est-ce que la France est préparée à ces événements extrêmes? Alors en fait, non, on n'est pas préparé. On a un plan national d'adaptation pour une France à 4 degrés à la fin du siècle, parce qu'on est sur cette trajectoire de réchauffement. 3 degrés au niveau mondial à la fin du siècle, ça se décline en 4 degrés pour la France hexagonale. Donc on a un plan d'adaptation pour les différents secteurs et les différentes régions, mais on est en retard. Et ça, c'est pas uniquement la France. Tous les pays, en fait, sont en retard sur les aspects d'adaptation. Pourquoi? Parce que le réchauffement climatique va vite, il va trop vite par rapport finalement aux mesures que l'on met en place. Et puis s'adapter, ça n'est pas facile. Et
peut-être un point particulièrement important à dire, c'est que l'adaptation a des limites. C'est-à-dire que, on sait qu'on va pouvoir plutôt bien s'adapter pour un réchauffement global qui ne dépassera pas 2 degrés. Au-delà de 2 degrés de réchauffement global, donc 3 degrés en France, on sait que l'adaptation va devenir complexe, voire impossible, dans certaines régions ou dans certains secteurs. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle à la fois d'adaptation et de réduction, en fait, les deux vont de pair. C'est exactement les 2 piliers qu'il faut suivre en parallèle. Donc l'atténuation de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est absolument essentiel. Je le disais tout à l'heure, tant qu'on n'a pas atteint la neutralité carbone, le réchauffement va se poursuivre. Donc les conséquences vont être de plus en plus importantes, généralisées et intenses. Et où est-ce qu'on en est de l'atténuation? Alors moi, je suis plutôt optimiste parce que, bon, déjà, aujourd'hui, on a plus de 30 pays, hein, on a 35 pays qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est mieux qu'il y a 10 ans, puisqu'il y a 10 ans, c'était une petite vingtaine de pays qui étaient sur ces trajectoires. Et ces 35 pays, c'est 27% de l'ensemble des émissions mondiales. Donc on voit qu'on avance. On voit aussi qu'on avance parce que par rapport à il y a 10 ans, on a gagné 1 degré de réchauffement avec nos efforts d'atténuation. Lorsque l'accord de Paris en 2015 a eu lieu, on était plutôt sur des trajectoires de réchauffement global qui nous emmenaient à 4 degrés au niveau mondial à la fin du siècle, donc 5 degrés en France. Aujourd'hui, on est à 4 degrés en France. Et puis, peut-être, dernière chose, c'est que on voit que c'est efficace, hein. Donc ça, c'est important, de le dire et on voit aussi, par exemple, que des pays comme la Chine, le premier émetteur de gaz à effet de serre, au niveau, du monde, eh bien, a atteint son pic d'émissions et est en train de stabiliser ses émissions. Donc il y a tout de même de quoi espérer. Exactement. Et c'est important de le dire aussi. Et justement, parce que donc on a parlé des régions, de la France, vous me parlez de l'échelle mondiale. C'est l'Observatoire Copernicus qui a publié récemment un rapport. Et dans ce rapport, ils expliquent que la France et l'Europe se réchauffent plus vite que la moyenne mondiale. Ça, comment est-ce qu'on l'explique d'un point de vue climatique? Alors oui, par exemple, en France, le réchauffement aujourd'hui, sur la dernière décennie par rapport, à la période 1850-1900 qui est notre période de référence, c'est plus 2,2 degrés. Au niveau mondial, c'est plus 1,3 degrés. Donc la France et l'Europe se réchauffent un peu plus de 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. Il y a plusieurs raisons. D'abord, les continents se réchauffent plus vite, que les océans. Ensuite, la France et l'Europe sont des régions qui perdent des surfaces enneigées et une surface blanche reflète davantage l'énergie solaire qu'une surface plus sombre, puisque la neige va être remplacée par de la roche, par de l'herbe, de la prairie, voire même par de l'eau ou des lacs. On a aussi un effet en Europe du Sud qui est que l'été, on a beaucoup de sol sec. Et un sol sec va chauffer beaucoup plus vite qu'un sol qui contient un peu d'eau. Donc plus on a des sols secs et plus on vient renforcer en fait la chaleur. Et puis après, on a des questions ouvertes de recherche. On se pose par exemple la question de savoir si dans un climat plus chaud, on ne change pas notre météorologie. Est-ce qu'on pourrait avoir par exemple l'été davantage d'arrivées d'air du sud en provenance d'Afrique du Nord qui ferait qu'on aurait plus souvent des situations où il fait très chaud, par exemple sur le sud de la France. Donc ça, on n'a pas encore la réponse, mais on se pose la question de comment un climat plus chaud modifie notre météorologie. Donc encore quelques questions effectivement Oui, on peut encore suspens. chercher. En tout cas, c'est aussi le moment de parler du fait que dans ce rapport de l'Observatoire Copernicus, il est dit que l'année 2025 est d'ailleurs la 3e année la plus chaude enregistrée depuis le début des mesures, c'est bien ça? Exactement. Donc sur le podium, on a 2024. Donc il faut rappeler en fait 2023-2024, on avait un événement El Niño dans le Pacifique équatorial. C'est un événement naturel qui a un pouvoir réchauffant. Donc on s'attendait à ce que l'année 2024 soit une des années la plus chaude et finalement c'est la plus chaude au niveau mondial. Juste derrière, vous avez 2023 et 2025 qui est à touche-touche avec 2023. Donc là, on a vraiment 3 années très chaudes. Si vous regardez la moyenne de la température sur ces 3 années, on est au-delà d'un réchauffement de 1,5 degré. Pour autant, l'accord de Paris n'est pas caduc puisqu'il faut attendre d'avoir cette moyenne-là sur au moins 10 ans. Donc au sens climatique du terme, on n'a pas encore de réchauffement qui a dépassé 1,5 degré, mais la barre des 1,5 degrés se rapproche, et probablement avec quelques années d'avance. Alors avec toutes ces données scientifiques, ces rapports qui sont publiés par des scientifiques de renom, qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui doutent? Je ne parle pas du déni climatique caricatural et grossier,
au sens de Trump par exemple. Mmh. Je parle vraiment de celles et ceux qui doutent. Alors oui, moi ce que je rencontre souvent, c'est, ce que j'appelle un doute sincère, hein. Donc des gens qui se posent des questions, et qui se disent: «Mais, est-ce que vous êtes, vraiment, sûrs, vous êtes vraiment, certains, certaines, que l'on va, sur, ces trajectoires de réchauffement? Est-ce que c'est vraiment dû à l'homme?» Parce que si c'est le cas, les solutions que vous mettez sur la table, elles proposent des changements de vie, des changements d'habitudes qui ne sont pas anodins. Ça a un coût financier, ça a un coût psychologique et donc c'est compliqué. Et donc ce doute, sincère, je le comprends parce que, ce qui est sur la table, ça peut avoir un côté effrayant. Mais je pense qu'on est quand même dans la meilleure des situations pour affronter, le problème. D'abord, on a une très bonne connaissance, voilà, de la situation, de comment elle va évoluer selon l'évolution de nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis on a des solutions d'adaptation, des solutions d'atténuation et on a le choix de la trajectoire sur laquelle on veut être au cours du 21e siècle. Écoutez, on va terminer notre entretien là-dessus. Merci beaucoup, Françoise Merci, Vimeux. à vous Pénélope. Et puis merci à vous d'avoir écouté la question météo-climat, le podcast qui répond à toutes les questions que vous vous posez sur le temps qu'il fait et qu'il fera. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser une note et un commentaire. À bientôt.